Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Et parce que ce n'est pas évident de prendre ce chemin dans notre société, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent de leur passion. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Marine Baousson. Nous avons enregistré l'épisode il y a 1 an, à la sortie du premier confinement. On est revenu sur son parcours, ses premières scènes, les premières parties avec Bérangère Krief, ses chroniques à la télé, jusqu'à son podcast qu'elle anime aujourd'hui, Vulgaire, qui a été couronné meilleur podcast Apple 2020. Rien que ça. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, je t'y encourage fortement. C'est un podcast drôle, instructif et vraiment créatif. Bref, à l'image de Marine, dont j'admire vraiment la pugnacité. Je te laisse la découvrir. Bonne écoute. Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Marine Baousson. Bonjour. Chose que tu ne sais pas, c'est que en 2013, par là, je crois que c'est à peu près au moment où on s'est rencontrés et où j'étais allée voir ton spectacle. Marine Baousson fait crépiter les 3 pommes. Ouais, c'était il y a longtemps. Et donc du coup, cette même année, j'étais allée chez Luciole pour mon projet photo Ce que j'aime chez. Ouais, j'étais en train d'y penser. Que je publiais à l'époque sur mon blog alipitipang.art. Et elle m'avait dit, donc je ne sais plus, on devait parler de projets créatifs, etc. Donc moi j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour les artistes qui arrivent à vraiment se lancer et faire ce qu'ils aiment. Et je pense qu'il y a une petite partie de moi un petit peu qui a envie aussi de faire pareil et que c'est un petit peu difficile, mais j'essaye en tout cas cette année. Et du coup elle m'avait dit j'ai une copine qui bossait dans un magasin bio et qui se lance, elle rêvait d'être humoriste et là ça y est, elle va faire ça à temps plein. Et donc voilà, donc c'est avec émotion que je te reçois aujourd'hui, et puisque tu es cette fameuse humoriste, on est 7 ans plus tard. Ouais. Et t'as fait quand même pas mal de chemin depuis. Même ça va faire 8 ans. Alors comment ça s'est fait cette décision de sauter le pas? Elle s'est faite parce que je jouais déjà beaucoup et j'ai gagné le concours du Festival de Montreux, qui a lieu tous les ans, et à ce moment-là, je me suis dit, s'il y a un moment où je dois partir de Naturalia, c'est maintenant. Parce que je sentais que j'avais possibilité de faire des cachets, que potentiellement ça pouvait marcher, que j'allais peut-être galérer, mais que je sentais que ça pouvait fonctionner, quoi. Et qu'en plus, je pouvais partir avec aussi en ayant le chômage, donc je sentais que c'était ma chance, quoi. Je me disais, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Et je pense que j'ai bien fait, parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des cachets par des dates que je vendais moi-même. Et puis aussi, j'ai commencé à tourner avec Bérangère Krief, donc en fait, finalement, ça s'est pile poil bien goupillé, et j'ai été, je pense que j'ai eu mon intermittence assez rapidement, donc je pense que j'ai fait le bon choix. Juste avant ça, parce qu'en fait, t'avais déjà fait le conservatoire. De Rennes. Non, mais c'est vrai, c'est pas le conservatoire à Paris, tu vois, où genre, t'as toute la France qui veut y rentrer. Le conservatoire de Rennes, c'est plus restreint, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que t'avais déjà un pied là-dedans, t'avais quand même envie de faire de la comédie. Oui. En fait, le conservatoire, c'était vraiment un truc, c'était pour apprendre un métier, quoi. Et il s'avère que, oui, j'ai appris beaucoup de choses, mais pas autant que en étant vraiment sur scène dans ce métier-là. Je pense que vraiment, c'est des métiers où tant que tu n'éprouves pas la scène et ce que ça veut dire d'être sur scène en tant qu'humoriste, tu sais pas, en fait. Donc oui, j'avais un pied dedans, mais c'était pas du tout le même réseau, c'était pas du tout la même chose, c'était complètement différent, quoi. Moi, j'ai eu l'impression complètement d'apprendre quelque chose de complètement nouveau, alors que je faisais quand même de la scène depuis longtemps. Et que j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Et du coup, par rapport à donc Rennes, t'es arrivé à Paris à un moment, donc comment t'es arrivé à Paris? Est-ce que justement c'est parce que tu voulais commencer à te confronter au métier? À un moment, je me suis dit j'étais au conservatoire, justement, je me suis dit en fait, ce que je veux faire, c'est pas jouer du Sarah Kane ou du Molière,
Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est moi d'être sur scène et de faire rire les gens. Voilà, c'est ça que je veux. J'en suis sûre. Vraiment, c'était une conviction très très forte, quoi. Et je sais pas si on peut dire que c'était une vocation, mais en tout cas, c'était une envie, un rêve. En fait, j'ai fait le conservatoire et je me suis dit bon, il faut que j'apprenne. Et j'ai regardé où est-ce que je pouvais apprendre à faire mon métier, parce que quand t'es à Rennes et que tu veux être humoriste, tu vas où? Tu fais quoi? Comment tu commences? Enfin, tu vois, ça me semblait... Et la seule façon que j'avais, qui était dans ma tête, c'est-à-dire pour apprendre un métier, il faut aller dans une école. Et la seule école de café-théâtre qu'il y avait, c'était l'école du Bout à Paris, le théâtre Le Bout. Et donc, je suis venue à Paris pour faire les cours de cette école. Ok. Et alors, une fois que t'as fini l'école... Mais je suis même pas allée jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est un cursus en 3 ans, etc. Mais je suis même pas allée au bout, parce que entre-temps, j'ai rencontré des gens, entre-temps, j'ai appris des choses, entre-temps, aussi dans cette école, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'ai pu travailler, notamment Émilie Pfeffer, je l'ai dit un peu mal, mais Émilie Pfeffer, qui était prof à l'époque là-bas, et qui, en parallèle à ça, évidemment est comédienne aussi, et elle avait un spectacle d'impro, elle m'a proposé de jouer dedans. En gros, j'ai eu cette chance-là de pouvoir commencer à travailler, j'ai commencé à bosser avec Shirley Soignon. Finalement, moi, monter sur scène au bout d'un moment aussi, mais je l'ai pas fait tout de suite. Je savais que c'était ça que je voulais faire, mais j'arrivais pas à le faire vraiment, quoi, à y aller. Mais il y a eu un moment où j'y suis allée. Et du coup, l'épisode Naturalia, c'était en gros pour payer tes factures et développer ça en parallèle. C'était exactement ça, mais je me disais, si ça se trouve, je ferais Naturalia toute ma vie. Parce qu'en fait, finalement, je suis rentrée tout de suite dans des études de théâtre, donc j'avais pas de bagage autre que ce que je faisais là, et j'étais même en train de regarder pour éventuellement me former, parce qu'il y a des spécialisations, notamment en vendeur bio, il y a des choses très précises, il y a une formation d'1 an, voilà. Et moi, je m'étais dit, je vais la faire pour monter en grade éventuellement. J'aime bien le commerce aussi, quoi. J'aime bien discuter avec les gens. En gros, pour résumer, j'aime bien discuter avec les gens. Ouais, c'était mon job alimentaire, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des scènes de plus en plus. J'étais crevée. J'étais au bout de ma vie. Parce qu'en fait, les horaires de Naturalia, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est Naturalia, c'est une boutique bio, voilà, et il y en a partout, il y en a partout dans Paris, encore plus maintenant. À l'époque, c'était il y a 10 ans, il y en avait moins, mais disons que c'était des horaires de boulot, de caisse, en fait. Je faisais de la caisse, je faisais du rangement dans le frigo, je faisais les commandes, je nettoyais je faisais tout, quoi, les fruits et légumes. Et donc, parfois, tu commences à 6h, parfois, tu termines à 20h, parfois, tu fais des grosses journées. Et dans tout ce truc-là, moi, après le travail, que je commence à 6h ou pas, j'allais jouer le soir sur des plateaux, quoi. Moi, j'admire ta pugnacité, ta détermination et ta persistance, parce que j'ai l'impression, à un moment donné, voilà, tu t'es accroché, tu voulais faire le festival Avignon, je crois que tu l'as fait même 2 ans. Ah, je l'ai fait 6 fois. 6 fois! Je connais le principe, mais je me rends pas compte l'enjeu professionnel qu'il y a derrière. Et l'enjeu financier. Au-delà d'un enjeu professionnel, Avignon, tu loues un théâtre, tu joues tous les soirs pendant 3 semaines. Il y a plein de pros qui viennent, qui dirigent des théâtres et qui viennent chercher des gens à mettre dans leur théâtre et qui viennent faire une programmation. Donc c'est un enjeu qui est énorme parce que finalement tu peux te retrouver à jouer, tu peux vraiment avoir du travail grâce à ça. Mais ce travail, il vient aussi parce que toi, à un moment, tu investis dans ton propre spectacle. Enfin, en tout cas, moi, n'étant pas produite, c'est moi qui mets de l'argent sur la table et qui dit « je vais aller jouer, ça va me coûter tant » parce qu'il faut la salle, le prix, il est énorme. Le logement, c'est énorme à Avignon. En fait, il y a 1600 spectacles par an. Il y a beaucoup de spectacles, donc en fait, il faut trouver des spectateurs. Donc, il faut travailler tous les jours. En fait, déjà, jouer tous les jours, c'est physiquement très dur. Mais jouer tous les jours en ayant cette urgence de trouver du monde, parce que sinon, t'as personne dans ta salle, et que parfois, tu joues devant des gens qui sont fatigués, parce qu'ils en voient 8 par jour, c'est hyper crevant pour tout le monde. Et au-delà de ça, donc t'as un grand enjeu financier, parce qu'il faut tout payer, la salle, ton logement, tes affiches, les gens qui vont tracter pour toi, toi, ta vie là-bas aussi, qui coûte hyper cher, et puis il faut payer ses cachets, le régisseur, enfin, c'est un investissement qui est énorme, énorme. En fait, il y a plein de compagnies qui ne vont pas au bout du festival, parce qu'en fait, ça leur coûte beaucoup trop cher. Si le spectacle ne marche pas, autant partir, en fait. Et à l'époque, je me souviens, donc t'avais fait des petites vidéos YouTube. Qui s'appelaient Pas Calo. Je sais pas, j'avais eu cette idée de faire des vidéos et de raconter mon quotidien de là-bas, mais c'était inconscient. Enfin, je veux dire, c'était super, hein. Je suis très contente, même j'adore les regarder. Je suis très attendrie par mon travail à ce moment-là, parce qu'en fait, j'étais au bout de ma vie. J'étais super crevée et je ne faisais que travailler, en fait. Et du coup, je tractais moins, peut-être que mon spectacle était de moins bonne qualité. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait un côté où
ouais, je faisais que ça, quoi. Je tournais, je montais, j'allais jouer. Enfin, vraiment, c'était que ça. Et en plus, pour un retour, franchement, pas dingue. Enfin, tu vois, mais je pense que si j'avais persévéré, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube, et tu vois, peut-être que j'aurais eu plus de trucs, mais moi, si je me disais, bon, bah, si c'est pas immédiat, ça viendra jamais, quoi. Du coup, ensuite, t'as fait quand même beaucoup de choses. Donc, t'avais ton spectacle, tu as fait, et tu fais peut-être même encore la lesbienne invisible. Oui. Tu as présenté le One Match Show pendant 5 ans. Ouais. Tu es partie aussi donc 5 ans en tournée avec Bérengère Krief. Et t'as aussi fait des chroniques à la télé. Et au milieu de tout ça et de tous ces projets donc qui t'ont permis de vivre professionnellement et tout, est-ce que aussi un petit peu avec ta entre guillemets crise identitaire, parce que tu le dis souvent que t'as perdu du poids et voilà, est-ce que au milieu de tout ça t'étais peut-être pas un petit peu caché et que tu t'exprimais pas vraiment et que t'étais pas un peu au service aussi des autres? Bah, certainement. En fait, je l'explique souvent, par exemple avec Bérengère, c'était une expérience incroyable. C'était très formateur. C'était, 5 ans de première partie avec autant de dates, autant d'endroits, autant de salles, autant de spectateurs. On était dans des endroits. Aujourd'hui, je me rends bien compte que par rapport à mon niveau de notoriété, j'ai une expérience de la scène et de grandes salles qui est quand même plutôt importante parce que j'ai appris. Tu gères pas les petites salles comme des grandes salles, et c'est vrai que grâce à Bérengère, j'ai pris un professionnalisme dingue et une présence, je pense, sur scène dingue, et ce qui fait aussi que quand j'arrive dans des grandes salles, j'ai pas peur. Avec la lesbienne invisible, par exemple, là sur la tournée qu'on a faite, j'ai pas fait beaucoup de salles, beaucoup de dates. En revanche, je peux dire qu'on a fait des salles immenses, et si j'avais pas eu tout ce que j'ai fait avec Bérengère, j'aurais pas été prête pour faire des salles de 800, tu vois. Mais là, ça me faisait pas peur. Je connaissais la routine, je savais faire. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup appris. Mais c'est sûr qu'à un moment, je me suis rendu compte que être la première partie de Bérengère Krief me suffisait. Parce que j'étais tellement heureuse en tournée avec elle. Les gens m'attendaient pas, donc en fait, finalement, ma pression, elle était juste préparer la salle pour que les gens passent un bon moment pour Bérengère. Enfin, il y avait tout un truc de me dire, ça me suffit d'être à ma place. Sauf qu'en fait, mon métier n'est pas de fait d'être le second de quelqu'un, tu vois. Même si Bérengère m'a jamais traité comme ça. Et ouais, je me suis rendu compte que j'étais ok de pas être la star, en fait. Sauf que mon métier est de fait, je suis toute seule sur scène, donc il faut que je sois la star. Enfin, tu vois, la star, on s'entend, mais là, en fait, par exemple, là, je lance un podcast. C'est la première fois, vraiment, que je lance quelque chose par moi-même, pour moi-même, et qui ne soit pas en collaboration avec d'autres gens, que je vais mettre eux en valeur. Là, j'ai vraiment cette sensation que je fais ce truc pour moi, parce que c'est mon projet. En fait, c'était une idée que j'avais eue pour Sophie-Marie Larouille à la base. Et j'en avais parlé et tout, elle m'avait dit « Ah, c'est cool comme idée et tout ». Et comme je voyais qu'il se passait rien, et je me disais « Mais elle est trop bien cette idée, mais pourquoi elle le fait pas ?» Et à un moment, je me suis dit « Mais j'ai qu'à le faire, c'est mon idée. » Elle m'attend pas, et puis surtout, elle m'avait rien demandé. Enfin, tu vois, Et donc, je me suis dit « Mais faut que je le fasse moi, faut que j'arrête de vouloir donner mes idées aux gens, quoi. » Enfin, c'est dur je trouve ça dur de prendre le pouvoir, parfois. J'ai vu ce podcast où tu parlais d'un one match show, par exemple, à 3 jours du Bataclan, où justement peut-être qu'il y a eu une étincelle à ce moment-là et tu t'es dit bon bah voilà. Ce que je fais, ça a du sens, ouais. Ça a du sens parce qu'il y a quelqu'un donc qui était justement au Bataclan 3-4 jours avant et qui est venu te voir à la fin du spectacle pour te dire que en fait c'était la première fois que voilà elle pensait plus à rien, qu'elle y pensait plus parce qu'elle avait passé un tellement bon moment. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça dans ta carrière, comme par exemple voilà le Montreux, qui ont ponctué des décisions et des choses, des déclics chez toi? J'en ai eu un quand j'étais au conservatoire, où je jouais du Sarah Kane, et à un moment je me suis dit, pendant que je jouais, je bavais, je hurlais, et vraiment je crois que j'ai jamais été meilleure comédienne qu'à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, je veux faire de l'humour. Là, ça, je serais pas capable. Donc, en fait, c'est un truc d'il y a très longtemps, mais en même temps, vraiment, c'est un truc
Ça, c'était un vrai déclic. Ça, c'en était un autre. Ce que tu viens de citer, effectivement, cette femme juste après le Bataclan, c'était dur de monter sur scène, hein, et qui est venue me dire bon, ça m'a fait du bien. Ouais, ça, je me suis vraiment dit ok, ça a du sens. Le spectacle d'Anna Gatsby, je crois que ça m'a, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, c'est à l'occasion. Nanette, ça m'a fait beaucoup réfléchir à, ouais, à comment on fait l'humour et qu'est-ce qu'on représente et la place qu'on a et enfin, vraiment, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça, c'est un vrai déclic. Et d'ailleurs, elle a fait un deuxième spectacle, là. Et au début, je me disais, ouais, bon, c'est moins bon, mais quand même, tu te prends un coup sur la tronche, quoi. Donc, ça, c'était chouette. Je crois que de bosser avec Océan aussi, et de traîner avec lui et Sophie Marie Larouille en même temps, ça m'a fait du bien aussi parce que je pense que j'ai gagné en intelligence. Enfin, vraiment, je pense que je suis plus intelligente maintenant qu'avant parce que je suis plus au courant d'autres choses, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Donc, ouais, c'est tout ça que je pourrais te dire. Et je pense que je pourrais te parler de juste avant le confinement aussi, où je me suis dit, tu sais, de ce truc où je te disais, j'ai le droit d'être la star et tout ça. Je me suis dit, pendant que je jouais, je me suis dit, c'est bon, j'accepte de me dire, j'y vais, je le fais. Alors, je sais pas si ça aura des effets concrets, mais pour une fois, en fait, je me sentais légitime. Vraiment. Et vraiment, j'étais dégoûtée parce que j'étais là, putain, ça y est, je me sens légitime. Et vraiment, j'ai fait, oh, ok, bon, c'est pas grave. Mais en même temps, le confinement, ça fait du bien aussi parce que j'écris, tu te fais d'autres trucs, tu te poses, t'as une vie normale aussi. Enfin, on a quand même une vie d'humoriste. Enfin, moi, je suis tout le temps sur les routes, quoi. Je suis jamais là, je suis jamais chez moi. Donc là, le fait de me poser, d'écrire, de me coucher tôt. Enfin, j'étais là, oulala, 23h30. Tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc voilà, ça, je pense que ça, c'est des déclics. Juste par rapport à ce que tu disais là sur Netflix, en fait, c'est quoi? C'est le spectacle d'une humoriste? Oui, c'est une humoriste qui s'appelle Anna Gatsby, qui est une humoriste australienne. Et elle fait du stand-up basique, elle raconte son coming out, qu'on la confond souvent avec un homme. Et ses vannes, elles sont vraiment cool, quoi. Et elle est très sympathique et tout ça. Et puis en fait, à un moment, dans le spectacle, je sais pas, c'est à 20-25 minutes du spectacle, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je dis pas grand-chose, mais elle dit, il faut que j'arrête de faire de l'humour. Elle dit, j'arrête la comédie. C'est terminé. Mais on est dans la plus grande salle en Australie. On est à 20 minutes de spectacle. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, il y a un truc de... Elle dit stop. Elle dit, I need to stop comédie. Et tu fais, putain, ok. Et là, elle bascule et elle parle d'elle, elle parle de l'art, elle parle de la société, elle parle des hommes et des femmes et de l'homophobie et de la maladie mentale. Enfin, elle parle de tellement de sujets avec une telle intelligence et elle quitte la scène et tu pleures et enfin, je sais pas comment dire, tu ris, tu pleures, c'est un spectacle incroyable, il est incroyable. Elle est très très forte, quoi. Elle est vraiment très forte. Mais je me retrouve beaucoup dans justement de le fait que qui on est aujourd'hui est une somme d'expérience, est une somme de persévérance et aussi d'erreurs qu'on fait. Et comme tu dis, bah voilà, t'as eu un sentiment à un moment donné au conservatoire qui t'a fait penser que ah bah non, finalement je vais prendre cette direction et pas celle-là. Peut-être que dans quelques années, tu vas faire un truc et enfin tu seras connu du grand public. Et les gens vont avoir l'impression que t'es nouvelle, alors qu'en fait ça fait 10 ans que t'es dans le métier. Et je t'entendais te dire dans un autre podcast, moi je dis plus souvent oui que non pour parce que t'as ce truc-là des expériences, un peu cette philosophie de vie. Ouais, j'essaie de dire oui à plein de choses, sauf si je le sens plus, quoi. Si j'ai un mauvais feeling, j'y vais plus. Mais quand même, j'essaie de dire oui à tout parce que finalement, tu sais jamais où ça t'amène. Tu sais jamais ce que ça va créer. Tu rencontres un truc, tu vois, tu tires un fil et tu vois où ça t'amène, quoi. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment des trucs de choix. Et encore une fois, tu vois, on parlait je te disais le confinement, ça m'a fait du bien de me poser. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je me suis pas trompée tout ce temps? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'avoir une vie plus cadrée? Tu vois, j'aurais une baraque
en Bretagne, j'aurai un prêt sur le dos, une voiture, des enfants. Enfin, tu vois, il y a un truc où je me suis dit, peut-être que je me suis trompée, quoi. Finalement, peut-être que et je suis pas sûre que je serais moins malheureuse, ou plus heureuse, ou moins heureuse. Je sais pas, tu m'as comprise? Oui. Cool. Cette question-là, elle existe pour l'instant, tant que j'ai pas rejoué et que je me suis pas rappelé d'à quel point c'est bien, en fait, et à quel point c'est grand d'être sur scène, et ce que ça fait ressentir, et ce que ça crée, quoi. Donc, je recommence samedi. Parce que j'ai hyper peur, parce qu'entre-temps, j'ai une vidéo qui est sortie sur Topito, et je me suis fait défoncer dans les commentaires. Et j'ai vraiment reçu beaucoup de messages méchants. Et c'était quoi cette vidéo? Rien, c'est une vidéo où je raconte un truc de cul qui m'est arrivé, un date horrible avec un mec, et j'ai dit au début, voilà, je suis lesbienne, et j'ai couché avec un mec pour vérifier, et je raconte ça, et je dis que c'est bête, que ma réaction elle est bête, etc. Et j'ai reçu un nombre de messages. Alors il y a 40 000 likes sur la vidéo, mais t'as 1000 commentaires de savoir si oui ou non je suis super, quoi. Ou si je suis une merde, en fait, en l'occurrence, plutôt que je suis une merde. Et donc du coup, moi, j'ai reçu ça avec... Je savais que ça existait. Mais quand ça te concerne, c'était une telle violence. Tous les matins, je me réveille avec un message méchant. C'est trop de violence, quoi. Moi, je fais pas ça pour tout ça, en fait. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer mon travail. Moi, j'aime pas le travail de tout le monde non plus. Mais d'un coup, toute cette violence, c'était... Pouah, j'étais pas prête. Et puis surtout, c'est reparti. Ça y est, c'est fini, là. C'est venu, ça a duré 10 jours, et c'est fini. Et donc, c'est très troublant, quoi. Parce que se relever d'un bide, c'est quelque chose, tu vois. Ça m'arrive que ça ne passe pas, ou que je sois pas contente de ce que j'ai fait, ou ça m'arrive, c'est mon travail. Ça arrive, des gens qui disent pas drôle, ou... Je m'en fous, tu vois, quand c'est pas méchant. Tu vois, quelqu'un qui me dit que ce que je fais c'est pas drôle, et que je me crois humoriste, bon bah, je vais dire, bon, vraiment c'est mon métier, ça fait 10 ans que je fais ça, j'en vis, moi j'ai plus de problème à dire que je suis humoriste. Au début vraiment c'était compliqué pour moi, parce que je trouvais que c'était prétentieux, que maintenant en fait, en vrai, c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est comme ça, comme dit Yacine Bellous, ses habits, je les ai payés avec des blagues, en fait. Donc, en fait, je suis humoriste. Vous me trouvez peut-être pas drôle, mais dans les faits, je suis rémunérée pour faire ça. Donc, en fait, on va pas dire à un comptable, j'aime pas trop comment tu fais ton addition. Mon avis, t'es pas comptable. Bah, si, en fait, t'es comptable. Donc voilà, moi, on peut pas aimer mes vannes, mais ça, dans les faits, c'est quand même mon métier. Et la violence que j'ai reçue, elle n'existerait pas dans la vraie vie. Elle n'existe pas dans la vraie vie. À la fin du spectacle, il n'y a pas des gens qui m'attendent pour me dire « T'es une merde. T'es grosse, t'es moche. Ce que tu fais... » Et puis surtout, « T'es grosse. » Je m'en fous, en fait. Quand c'est la façon de dire les choses. Quand c'est dit pour être méchant, c'est méchant, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que cette violence-là, elle n'existe pas dans la vraie vie. En fait, j'en parlais avec Fabien Lucas et il me disait « Mais c'est des gens qui ont 14 ans. » Et une fois qu'ils ont écrit leur truc, leur mère, elle leur dit « À table. » Et eux, ils oublient ce qu'ils ont fait. Sauf que toi, tu te réveilles avec, quoi. Quand j'aurai tout navigué sur mon vaisseau fatigué, que j'aurai rompu le mât, sous le ciel trop bas, plus rien ne me fera mal. Quand j'aurai couru longtemps, après 10 000 printemps, essoufflé sur les mèches allumées, plus rien ne me fera mal. On va parler un peu quand même de ton spectacle Fearless que malheureusement je n'ai pas encore vu. J'aurais aimé. Du coup je me suis dit il y a eu le confinement, j'étais merde, tous ces spectacles que je voulais voir et que j'ai trop attendu. T'inquiète. Ça va revenir à un moment, bébé. Et du coup, quand même rien que le titre Fearless. C'est un mytho, hein, vraiment Fearless, c'est un mytho. Hein. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Fearless déjà pour les non-anglophones, ça veut dire sans peur. En fait, ça commence par une liste de mes peurs et je suis partie de cette liste de peurs pour parler de... En fait, j'ai trouvé que les choses dont j'ai peur étaient des sujets intéressants à traiter. Et c'est vraiment des points de départ. Ça veut pas dire que je vais parler pendant 3 heures du fait que j'ai peur des araignées et qu'après, pendant 3 heures du fait que j'ai peur en voiture si je suis pas attachée. Enfin, tu vois, c'est un point de départ et je vois vers où ça m'amène. Et ça m'amène vers des sujets que j'attendais pas, quoi. Par exemple, le fait que j'ai peur de pas avoir d'enfant, et ben c'est un sujet qui est intéressant, je pense, à traiter. Et donc voilà, c'est un spectacle qui parle à la fois de mes peurs, qui aussi traduit des moments de peur, des moments où j'aurais pu avoir peur mais finalement j'ai pas eu peur, et aussi comment maintenant je traite la peur. À partir du moment où j'ai compris que j'avais tout le temps peur,
qu'est-ce que j'en fais? Comment faire? En tout cas, c'est pas, si les gens veulent venir voir ce spectacle un jour, ils se rendront compte que c'est pas du développement personnel comme cette interview. Donc c'est quand même drôle. J'ai un petit mot sur les chroniques télé, parce que c'est vrai que tu n'es pas la seule humoriste que je vois popper dans ma télé. Donc je me dis c'est peut-être vraiment une opportunité et de visibilité et de boulot pour les humoristes. Et je voulais aussi savoir déjà si tu ressens ça, et deux, comment toi t'as vécu cette expérience, si t'as envie de refaire ça. Alors moi j'ai fait 2 trucs différents à la télé. J'ai fait l'envoyé très très spécial dans l'émission d'Amanda. Alors en fait c'est un truc qui a duré 1 an sur France 2 l'après-midi et qui a pas vraiment marché, donc en fait ils ont pas remis le truc, mais moi je partais avec ma caméra et j'étais vraiment toute seule et je partais dans les endroits, genre je suis allée au musée Grévin toute seule. Alors, là pour le coup j'avais il y avait 2 personnes avec moi, mais enfin j'étais quand même toute seule dans le musée Grévin, hyper flippant. Je suis allée dans les coulisses, je suis allée avec Résiste, avec l'équipe de Résiste, j'ai pris le car et je suis allée sur scène et tout ça c'était incroyable. Donc voilà, donc j'ai fait des trucs cool, ça c'était marrant pendant 1 an, donc ça c'était cool. Et aussi j'ai fait dans la première année de Je t'aime etc, donc l'émission de Daphné Burki qui est l'après-midi, je racontais des histoires d'amour de gens célèbres. Pierre et Marie Curie, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Steffi Graf et André Agassi, voilà, et Léo Obama, voilà, je racontais des histoires comme ça. Et moi ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment adoré. C'était du boulot, mais c'était beaucoup de travail. En fait moi j'étais moins à l'aise dans la chronique. Non, j'étais à l'aise dans mon passage. J'étais moins à l'aise dans ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire d'être autour de la table et donner mon avis sur les sextoys. J'avais beaucoup de mal parce que j'étais là qu'une fois par semaine. Les autres, ils étaient là tout le temps. C'est quand même impressionnant quand tu te retrouves face à Daphné Burki, Caroline Diamant. Faut y aller, quoi. Et en fait, je pense qu'assez vite, j'ai fait le tour, en fait, de la chronique. Et en plus, c'est arrivé à un moment où France 2 a réduit les budgets. Et donc, en fait, ils m'ont dit, on n'a rien à te reprocher. Mais en fait, on a besoin de quelqu'un qui soit plus réactif sur le plateau. Et je comprenais, parce qu'en fait, la personne qui a été embauchée après moi, c'était Manoukian. Enfin, tu vois, il y avait un truc, voilà. Et après, sur le côté chronique, ma chronique en elle-même, moi, j'étais très contente de la faire et ça se passait bien. Et c'était hallucinant parce que Daphné Burki, c'est une incroyable chef d'équipe. Enfin, vraiment, moi, j'ai été bluffée par son boulot. Un jour, j'arrive, il est tard, ils ont tourné toute la journée, et je la vois, elle est fatiguée, quoi. Elle se tient au mur, elle est claquée. Je dis, ça va, Daphné? Elle me dit, un peu fatiguée. Et je monte sur le plateau, moi, c'était en galère, on était en galère, moi, on était en retard, on était en avance, du coup, moi, j'étais en retard, parce qu'en fait, je suis arrivée à l'heure, mais eux, comme ils étaient en avance, du coup, j'étais en retard. Du coup, je suis montée sur le plateau, j'avais pas mon rouge à lèvres, je savais pas où je devais aller, tout était compliqué. C'était une nouvelle formule, justement, où on m'essayait juste moi qui venais comme ça. Et à ce moment-là, la seule chose qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que Daphné, elle m'a portée par son regard, quoi. Il y avait un truc où vraiment elle était... Et donc j'avais été bluffée par ça. Et moi j'adore l'exercice de la télé. Vraiment j'adore ça. Et je sais pas si c'est un passage obligé, je pense pas. C'est une occasion d'exister, de travailler, d'avoir des cachets, et puis d'écrire aussi. Je pense que c'est important de s'exercer sur un exercice précis, tu vois. Moi ça me plaît beaucoup, j'aimerais bien le faire. C'est que moi j'avais vu tes petits reportages avec Amanda là, et je me souviens, bon, peut-être une part de moi était un petit peu jalouse parce que je trouvais que tu avais des expériences. Tu as rencontré M. Pokora? Moi aussi. Ah bon, alors ça. Puis moi, sûrement toi plus que moi. Parce que vraiment, moi, je lui ai fait bonjour, je viens de la part d'Amanda. Je l'ai vu quand je travaillais à M6 et qu'il avait fait À l'état sauvage avec Mike Horn, et donc je lui ai demandé de tourner 2-3 petites vidéos pour les réseaux sociaux, donc ça a été très rapide aussi. Mais quand même, en fait, ce qui était incroyable en ce moment, c'est que je me suis retrouvée à la seule dédicace de la sortie de l'album de M. Pokora sur Claude François. Et c'était à la Fnac. C'était tellement génial. Franchement, c'était incroyable parce qu'en fait, c'était que des gamines qui hurlaient et des meufs parfois qui étaient pas du tout gamines. Il y avait des meufs qui venaient de Bruxelles qui avaient dormi devant la Fnac. Enfin, c'était la folie, quoi. Et moi, donc, j'avais un pass où j'avais le droit d'aller partout. Je rentrais dans la queue, je ressortais. Enfin, et vraiment, c'était tellement marrant.
Il y a vraiment une gamine qui me dit moi, je suis hyper contente de le rencontrer. Je dis, tu vas pleurer? Elle m'a dit, non, je vais pas pleurer. Et là, on entend et elle se retourne, elle fait, il y a Soso! C'était son meilleur pote. Il y a Soso! Et elle pleure. Et j'étais là, mais c'est tellement magique. Juste le meilleur ami de M. Pokora Pass. C'était trop marrant. J'ai adoré. C'était dans un reportage sur les Beatles. Tu sais, les trucs où tu vois les filles qui peuvent... Ben, ça m'a fait ça à ça. Et tu sais où? À Hélène. J'ai fait Hélène Rollès à l'Olympia. C'était incroyable. Les gens... T'es en 92, hein. Enfin, je veux dire, t'es vraiment en 92. Moi, je pensais qu'il y aurait des gens qui seraient là un peu pour le second degré, mais pas du tout. Les gens, ils étaient hyper sérieux. Et elle rentre sur scène et les gens lui lancent des nounours, des roses. C'était incroyable. Il y avait un truc qui était fou, c'est qu'elle avait des standing ovations au milieu de chansons. Elle commence une fille, ça a le cœur, et donc, toute la salle chante avec elle. Et à un moment dans la chanson, tu sais pas pourquoi, ça fait 2 minutes qu'elle chante, tout le monde se lève. C'est incroyable, c'était incroyable à vivre. Et ce qui était fou, c'est que j'en ai fait quand même des sorties d'Olympia. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs copains qui l'ont fait et tout. Enfin, j'y suis déjà allée, tu vois, dans les coulisses. Et je sors de l'Olympia. Il y a toujours des gens qui attendent pour signer. J'ouvre la porte, mais ça hurle. Et après, les gens voient que c'est moi et qu'ils me connaissent pas. Et vraiment, ça fait oh. T'as Lali qui sort. Et là, ça hurle. Elle sort en courant avec un garde du corps. Elle rentre dans une bagnole blindée, enfin, dans une bagnole vitre noire. Les gens courent après la voiture. C'est hallucinant. Et le lendemain, je croise José dans le métro. C'était fou de voir à ce moment-là, comme c'était leur public en particulier, l'émeute. Mais c'était hallucinant. Hallucinant. T'es en 92. C'est fou. Moi, je souris et tout pour Hélène Rollès parce que moi, j'étais très, très fan quand j'étais plus jeune. Forcément, c'était ma génération. Mais il y a eu un truc où, moi, je pense que si je suis venue à Paris aussi, je rêvais de toutes les nuits quand même. C'était l'enfer. D'Hélène et les garçons, d'aller dans les studios, tu vois. Et mais j'avais surtout aimé Premier baiser avant. Et d'ailleurs, dans ma cour d'école, juste avant qu'Hélène et les garçons sortent, je voulais faire signer une pétition parce que je voulais pas qu'il y ait Hélène et les garçons à la place de Premier baiser. C'est drôle. Et là, il y a eu un spectacle l'année dernière qui s'appelait Dernier baiser, avec Magali Madison ouais, et Anthony Dupré. Et du coup, j'ai quand même attendu pour faire... Parce que moi, je voulais voir personne, mais elle, en fait, si je souris avec les dents... Attention, l'anecdote qui est nulle. C'est parce que quand j'étais petite, tu vois, moi, je souriais toute timide comme ça. Et en fait, elle, sur les photos, elle avait un sourire bright, magnifique. Et en fait, c'est elle qui m'a donné envie de sourire vraiment... avec les dents. Ah, c'est drôle! Mais faut lui dire. Tu lui as dit? Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'elle avait un sourire magnifique. Et du coup, j'ai voulu ma photo avec elle. Et je te jure qu'après, quand je suis partie, j'ai eu envie de pleurer. Alors que pourtant, mais je pense, tu sais, enfin voilà, c'est la petite fille en moi de 12 ans, tu sais. Bah, moi, Spice Girls, hein. Je vais pas te la faire à l'envers, hein. J'ai compris, hein. Tu les avais déjà vus en concert? Oui, l'année dernière. Mais tu les avais jamais vus avant? Jamais. C'était mon rêve. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être suffisamment connue, d'accord? Pour qu'un jour, quand elles vont venir faire un concert en France, soit une évidence pour toutes les maisons de disques que je suis la star à inviter. D'accord? En VIP. Pour les rencontrer. Voilà, c'est ça mon but dans la vie. Je veux voir les Spice Girls. Je veux les revoir. C'était incroyable leur concert. Bon, on va quand même passer à la partie réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce que tu as fait ce livre Boobs and the Gang avec Bérangère Krief que tu es si bonne sur Instagram? Alors, je ne me trouve pas bonne sur Instagram, donc je vais te répondre non. J'ai fait un livre avec Bérangère Krief sur... on avait un faux blog, enfin on avait l'Instagram d'un blog qui n'existe pas, et on en a fait un livre. Il y a, voilà, Flowfly in the Sky, qui est notre éditrice, qui nous a contactés, qui nous a dit, bah voilà, on aimerait bien faire un livre, et nous était là, ok, on l'a fait. Mais on était surprises, quoi, voilà, mais non, moi je me trouve pas bonne sur les réseaux sociaux. C'est quoi être bon sur les réseaux sociaux? Donc, être bon sur Instagram, c'est avoir une cohérence, au moins au niveau du message, éventuellement quand même aussi graphique. C'est communiquer régulièrement, au bon moment, par rapport à ton actualité. Et aussi meubler, créer du contenu, justement, quand tu n'as pas d'actu. Et ça, moi, par exemple, c'est quelque chose que je trouve que tu fais très bien. Alors, peut-être qu'il y a une cohérence graphique à avoir, mais en même temps, enfin, des moments, tu crées des visuels
pour annoncer tes spectacles avec beaucoup d'humour et tout. Et moi, où je trouve que t'es très forte, de toute façon, de tout ce dont on a parlé, c'est création de contenu. Enfin, je veux dire, et moi, là où tu m'as bluffé, je pense qu'en fait, c'est la somme de tout ton travail, de toutes tes années que je suis, de près ou de loin. Et alors, le calendrier de l'Avent, là, au mois de décembre, j'ai fait, voilà. Putain, mais tu sais que ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas eu beaucoup de vues, ça n'a pas eu une visibilité plus grande que ma communauté déjà. Et ça t'a plu alors, le calendrier de l'Avent? Bah oui, moi on parlait de graphisme, il y a quand même la créa qui était faite où il y avait une cover sur chaque jour pour que à la fin ça fasse écrit le calendrier de l'Avent, de Marine Bausson. Ça c'est Mélodie Leblond. Elle a été merveilleuse là-dessus. Après, quand même, chaque jour, il y avait des contenus en relation avec Noël, une recette, des cadeaux, des idées de cadeaux, des chansons, et puis c'était dense, quoi, parce que c'était du vrai contenu, avec des invités, avec des gens. En plus, il y avait la grève des transports. Ça a été une galère, je te raconte pas. Et en fait, je devais le faire avec quelqu'un, avec une fille avec qui je bosse d'habitude pour monter et enregistrer des trucs. Et en fait, elle a perdu sa maman. Et elle avait tout le matos. Enfin, ça devait être en fait beaucoup plus pro. Je me suis retrouvée à faire comme à Avignon à l'époque, c'est-à-dire à dire, je sors ça, mais il faut que je filme. J'ai pas le matos. Il faut que je monte. J'ai pas le matos pour monter. Et il faut que je sorte ça tous les jours. J'ai pas dormi. Le mois de décembre, j'ai pas dormi. Il y a un jour où j'ai eu une galère et j'ai dû trouver un truc sur le moment et ça fait ma vidéo préférée de tout le truc, qui est la vidéo pseudo combini, enfin tu vois, où je suis la mère Noël à qui on fait je l'adore celle-là. J'ai trop dégoûté qu'elle ait pas plus tourné, mais c'est cool, si ça t'a plu, je suis contente. Ah bah oui, mais moi je trouve que puis du coup tu prends la place aussi, c'est-à-dire que tu vois, même là comme ton podcast, c'est cool, tu te dises vas-y, je le fais, c'est que t'attends pas autant le reste du temps tu fais quand même plein de choses, mais là t'as pas attendu d'avoir une tribune, t'as une idée, t'en as envie et tu le fais, quoi. Et je pense que ça, le j'ai une idée, je le fais, ça vient aussi du fait qu'à Noël, en fait je me suis rendu compte que que je pouvais faire ce que je voulais en fait, et que faut se lancer, quoi. Tu dis que tu te trouves pas bonne sur les réseaux sociaux. Parce que déjà j'ai pas tellement de régularité. Tu vois, à part là où d'un coup j'ai fait calendrier de l'Avent, ok, et après c'était fini, tu vois. Genre ouais, beaucoup d'activités, pas d'activités. Que j'ai du mal à voir à quel moment s'arrête l'égocentrisme et à quel moment commence le vrai contenu. Je pense que je pourrais faire beaucoup mieux. J'ai l'impression de pas avoir de contenu intéressant, de pas, tu vois. Après, peut-être que tu pourrais prendre du recul et retravailler un petit peu sur le long cours, mais globalement, moi je trouve que quand même tu fais le job, dans le sens où, comme je te dis, ne serait-ce que Boobs and the Gang, je veux dire, vous avez un compte Instagram, ok, c'était parti d'un truc un peu drôle, un petit peu humoristique, mais c'est du contenu qui existe, qui est drôle, qui fait aussi un petit peu votre promo. Donc ces choses-là, créer du contenu exclusivement pour les réseaux sociaux, déjà c'est une vraie force, moi je trouve que tu l'as. Et après, aussi quand t'as de l'actu, on le sait, quoi. Et ça c'est pareil, tout le monde ne le fait pas. Puis en plus t'essayes, peut-être que t'as pas toujours des visuels, mais je te dis, t'essaies toujours de trouver quand même un truc un peu fun et que t'as un petit peu les codes d'internet, quoi. Oui. Mais Boobs and the Gang, en fait, c'était facile. Pour moi, Boobs and the Gang, c'était tellement simple. Mais parce qu'on était deux. Et parce que j'étais derrière Bérangère. En fait, pour moi, on avait déjà la notoriété de Bérangère et l'amour du public pour Bérangère. Et avec Bérange, comment ça fonctionnait, c'est qu'en général, c'est moi qui avais l'idée. C'est moi qui trouvais comment filmer les trucs et tout. Et après, Bérangère, elle venait rajouter son truc en plus. Et donc, en fait, ensemble, ça faisait on se connaît très bien, donc en fait, on a un regard, on sait ce qu'on pense. Il y a un truc où... Et donc, du coup, ça va très vite. Et donc, c'était facile, parce qu'en fait, on s'en foutait. Bérangère, elle en avait pas besoin. Ça l'amusait juste. Moi, j'en avais un peu plus besoin, parce qu'en fait, finalement, ça m'a quand même fait une belle lumière aussi, tu vois, de faire un bouquin avec Bérangère et tout. Et en fait, au final, quand ça a commencé à devenir un peu plus
pro, dans le sens où on avait un bouquin à promouvoir, on avait des trucs à promouvoir. On a arrêté parce qu'en fait c'était plus aussi spontané, quoi. Et puis aussi on se voyait moins dans le sens, parce que la tournée de Bérangère s'était arrêtée, qu'il y a eu, tu vois, l'été, machin, la vie qui a continué. Puis quel souvenir t'as justement de toutes ces rencontres, parce que vous avez interviewé pas mal de grosses blogueuses et tout, qu'est-ce que t'en gardes? Je pense que, en fait, ce qui m'a le plus surprise dans tout ce qu'on a fait avec Bérangère et dans ces rencontres-là qu'on a eues, c'est de voir à quel point les images étaient différentes de la réalité. Ou en tout cas, à quel point on pouvait travailler une image. À quel point j'ai été surprise parfois des gens que je rencontrais, parce que l'image qu'elles me renvoyaient n'était pas celle que j'avais. Et à quel point... déjà, elles étaient toutes sympas. Enfin, franchement, d'accepter d'apparaître dans ce blog, dans ce bouquin-là, de faire des vidéos avec nous, c'était dingue, quoi. Franchement, on a eu beaucoup de chance avec Bérangère. Lisa Gachet, c'est quelqu'un après en plus avec qui j'ai travaillé, puisqu'elle a fait, c'est elle qui a fait la direction artistique de mon affiche. Lisa, elle est très timide. Elle est très timide, et ça c'est fou parce que on le sent un peu sur les vidéos, mais finalement tu peux te dire c'est très travaillé, mais elle est vraiment timide. Par contre, elle sait où elle va, quoi. Je veux dire, Natasha Birds, elle est super marrante. Et moi, dans ce qu'elle dégage, le côté un peu rêveur, rose, violet, tu vois, Natasha Birds, elle fait des bonnes vannes, tu vois. Il y avait un truc comme ça qui était hyper marrant. Zoé Bassetto, j'ai adoré aussi parce que, en fait, j'adore voir à quel point elle est classe. Elle est trop marrante aussi. Toutes ces femmes, elles ont senti qu'on voyait que c'était vraiment, on est très respectueuses. D'autant qu'en plus, en se moquant un peu de tout ça, avec Bérangère, on le faisait le boulot en fait. Faire des photos, réfléchir à tout. En fait, on faisait exactement la même chose. Et donc, on était très conscientes d'à quel point c'était... à quel point c'est dur. C'est un vrai métier. C'est pas... les gens, ils ont l'impression qu'elles prennent 3 photos avec leur mec. Mais putain, faut tellement... c'est beaucoup de boulot, quoi. Et donc, nous, on le faisait aussi. Je pense que... Et puis, surtout, j'espère qu'on n'a pas fait de moqueries méchantes. Vraiment, c'était pas du tout notre but. Nous, notre but, c'était de rigoler, de jouer des codes, mais pas de nous moquer de ces femmes-là, quoi. Vraiment pas. Tu disais que... Parce que j'ai l'impression que tu t'entoures quand même de pas mal de gens dans ta communication. Là, que tu me disais, par exemple, que pour ton podcast vulgaire, t'as fait appel à une graphiste. À Juliette Poney, l'illustratrice, elle est merveilleuse, ouais. Et Allez sur Juliette Poney, qui est tellement talentueuse. Comment ça se passe, t'as comme finalement, donc les réseaux sociaux, t'es un petit peu toute seule, mais après, il y a des, tu t'entoures aussi de personnes et comme là tu me disais pour l'affiche. En fait, je pense que j'ai un truc, c'est que j'aime bien le talent des autres. Et l'avantage j'ai de la chance, quoi. Mélodie Leblond, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai eu la chance de la rencontrer et de dire j'adore ce qu'elle fait. Est-ce que on pourrait pas lui demander de faire l'affiche de La Lesbienne Invisible? Et la prod a dit bah oui, carrément. En tout cas, j'ai cette chance comme ça d'avoir des gens autour de moi qui sont d'accord de travailler avec moi. Donc moi, je me sens extrêmement chanceuse. Juliette, elle arrête pas de me dire bon, arrête de me dire merci et bossons. Tu vois, elle fait les illustrations de mon podcast et elle me dit bon, allez, on va à l'essentiel. Je suis là, oui, mais c'est important pour moi de dire merci parce que je suis tellement reconnaissante de l'univers qu'elle donne à mon travail aussi, de ce qu'elle apporte. C'est tellement riche, quoi. J'aime bien quand c'est joli. J'aime bien quand c'est chic. J'aime bien quand ça pète, quoi. Tu vois, quand ça... Je trouve que c'est déjà une grosse partie du boulot quand t'as réussi à faire quelque chose de beau, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte, les réseaux sociaux au quotidien? Ça me soutient au quotidien. Après, j'ai pas non plus un rapport avec les gens qui est très intime. J'ai pas l'impression d'être intime avec les gens. Alors j'ai plein de mes copines qui me disent bah oui, je sais où t'étais parce que tu te dis tout sur Instagram, mais c'est pas vrai du tout en fait. Je partage parfois pas du tout et parfois beaucoup, mais malgré tout pas grand chose de personnel. Tu vois, de personnel. Si, ça m'arrive, mais ouais, j'ai pas un tu vois.
ça arrive parfois que des gens viennent me demander des conseils. Et c'est vrai que je réponds un peu, pas forcément tout de suite, ou pas trop, ou pas, je m'investis pas énormément parce que, en fait, ça me fait peur, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça compliqué de lier un lien avec des gens que tu connais pas, en fait. Et pour moi, vraiment, Instagram est une vitrine de mon travail. Je trouve que c'est compliqué à gérer, ce truc, quoi. De rapport aux gens. Et après, moi, je m'en sers aussi comme, voilà, je suis les gens que j'aime. Il m'arrive d'en rencontrer. Mélodie Leblond, Juliette Poney, dont je te parlais tout à l'heure, avec qui je travaille souvent, je les ai rencontrés par Instagram. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se lancer et faire ce qu'ils ont envie de faire? Bah faites-le. J'ai pas d'autres conseils, en fait. Parce que tant qu'on l'a pas fait, on sait pas. Donc en fait, Orelsan, il dit ça dans sa chanson, et il dit si tu veux faire du cinéma, tu fais du cinéma. C'est pas parce que t'as pas la bonne caméra que en fait ton iPhone il filme. Donc à partir de là, et j'en suis la preuve, c'est-à-dire que j'avais pas le matériel et je l'ai fait. Donc en fait, juste faut le faire. Et quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. On prend pas le temps, c'est autre chose. Et on a trop peur. Donc en fait, la peur, ça existe. Mais comme dit Elisabeth Gilbert, c'est un passager. C'est pas lui qui décide de la destination. Donc ouais, faut faire, quoi. Faut faire. Prendre le temps et faire. Les actus, du coup, là, c'est le podcast. Le podcast qui s'appelle Vulgaire et qui est disponible partout. Top, canon. Merci, Marie. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la rencontre avec Marine Baousson t'a plu. Je sais pas toi, mais je trouve qu'elle a un parcours incroyable. Et c'est fou de voir que malgré toute son expérience, elle doutait encore parfois de sa légitimité. J'espère que cela t'a permis de réfléchir et relativiser, peut-être même de passer à l'action. Je serais vraiment curieuse d'en savoir plus sur tes projets. Donc si t'as envie qu'on échange ensemble, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et enfin, si tu as apprécié cet épisode, surtout, n'hésite pas à me soutenir en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Et je te donne rendez-vous le premier mercredi du mois prochain pour une nouvelle interview. Et d'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas, tu peux être qui tu veux.